à tous et bienvenue, c'est la quotidienne qui démarre. Au programme de l'émission, Duke nous parlera aujourd'hui des tenues traditionnelles antillaises. Dans sa chronique, c'est bien de chez nous. Puis Anna abordera le deuxième volet des plantes médicinales. Dans sa chronique, on s'occupe de vous. Et pour finir, Marie-Hélène nous parlera du beau métier de sellier. C'est tout de suite, mais avant ça, je reçois notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Madame Sylvia Sorel, qui est donc présidente de l'association Cadence. Bonjour Madame Sorel. Bonjour Chloé. Alors dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de présenter un petit peu votre association. Donc l'association Cadence est née en 2008, le 17 avril précisément. Comme une grosse coïncidence, c'est le jour de la mort d'Aimé Césaire. Ah oui. Donc c'est vraiment un événement phare dans notre association, dans notre développement de la culture antillaise et afro-caribéenne plus largement. Et donc les premières actions, elles ont été en lien avec Aimé Césaire et avec le centre culturel Jean-Marie Tjibaou, parce qu'il y a eu un pont culturel à un moment entre Jean-Marie Tjibaou et Aimé Césaire. Donc on entend valoriser ça aussi dans l'association. D'accord. Ouais. Alors, donc qui est à l'initiative de cette association? Alors l'association a une base très familiale, donc les 5 sœurs Sorel. Oui. Voilà, avec donc trésorière, secrétaire, présidente, donc sont la base, les maris des sœurs aussi, et puis tous les amis et tous ceux qui se retrouvaient dans ce développement, dans cette recherche de la culture traditionnelle. D'accord. Vous êtes à peu près combien dans l'association? Alors 15-20, là on est un petit peu dans le creux de la vague, mais je pense qu'on va bien se relancer pour 2015. D'accord. Alors quels sont les objectifs principaux de cette association? Donc alors l'origine vraiment de l'association, c'était de connaître sa culture pour pouvoir la valoriser, la promouvoir dans la dynamique du destin commun, donc mieux se connaître pour mieux travailler ensemble et vivre ensemble. Et donc on a beaucoup fait de recherches, beaucoup d'expositions pour transmettre aux jeunes générations, tous ceux qui sont issus de la diaspora, comme nous-mêmes. D'accord. D'accord. Alors donc vous avez mené des actions, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez commencé par principalement, alors vos plus grosses actions, avec une expo sur Aimé Césaire. Voilà, en partenariat avec l'association Les Balisiers, qui œuvre sur le Mont d'Or. Donc c'était en 2008, donc à l'occasion de sa mort. Donc Aimé Césaire, tout le monde sait le travail immense qu'il avait fait au niveau culturel et social en Martinique, politique également. Et donc on entendait valoriser ça, donc aussi par la danse, que ça a été c'est notre spécialité, la danse et la musique traditionnelle, et aussi tout ce qui est artistique, exposition, lecture de textes forts, du cahier d'un retour en pays natal notamment. Donc ça s'est passé où cette expo? À la bibliothèque Bernheim. D'accord. Donc ça c'était en 2008, et cette même année, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était aussi les 10 ans du Centre culturel Tjibaou. Voilà, donc aussi pour valoriser donc, ce pont culturel, donc on nous avait appelé, donc c'était nos premières représentations, donc un côté affectif très fort, donc Jean-Marie Tjibaou, Aimé Césaire, et puis donc on s'y retrouvait bien, donc aussi pas mal de lectures de textes et de musique traditionnelle qui accompagnent toujours avec les tambours. D'accord. Vous-même, vous êtes née en Nouvelle-Calédonie? Presque. J'arrivais en Nouvelle-Calédonie, j'avais 6 mois. Toutes mes sœurs y sont nées. Donc voilà, vraiment calédonienne d'adoption et aussi pleinement martiniquaise. Donc voilà. On jongle entre les deux. D'accord. On a parlé des événements en 2008. En 2009, vous organisez un spectacle sur l'histoire des Antilles. Voilà, donc en 2009 à la FOL. C'était vraiment une belle salle pour ce spectacle où on a voulu valoriser le passé historique. Donc il n'était pas commun de parler, l'esclavage, l'abolition. On a parlé aussi de l'éruption de la montagne Pelée et de tout ce développement culturel qui a eu lieu en Martinique et qui a aussi essaimé dans le monde entier. Donc on tenait vraiment déjà à le connaître et à le valoriser surtout. D'accord. En 2010, une date importante, puisque à cette année-là, vous avez organisé donc une exposition là, au musée de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc le musée donnait une part donnait l'importance à chaque communauté. Donc on avait une exposition qui a duré quelques mois. Donc le titre c'était Tambour, c'est voix à Pepneg. Donc c'est-à-dire que le tambour c'est vraiment l'expression culturelle du peuple noir et c'est vraiment à Cadence, on s'y retrouvait. On a fait beaucoup de recherches historiques, on a interrogé des fabricants de tambours aussi en Martinique. On a valorisé toutes les dimensions de l'identité antillaise à travers la tradition. D'accord. Voilà. Donc là, c'est un travail de 2 ans. Voilà, avec une équipe formidable au musée de Nouvelle-Calédonie et qui nous ont laissé entrer dans leurs locaux. On a travaillé beaucoup ensemble d'un point de vue théorique, pratique. Et puis pendant 2-3 ans après, c'était vraiment notre lieu de répétition. Donc vraiment, c'est un grand merci au musée de Nouvelle-Calédonie
nous a permis de nous exprimer pleinement. D'accord. Et donc, depuis 2009, chaque année, vous participez également à des événements phares, comme par exemple le carnaval. Voilà, donc avec la ville de Nouméa, donc on est devenu incontournable. Donc le charme de queue, ce sont les Antillais, avec le carnaval à l'Antillaise, donc les musiciens, un petit peu de danse et surtout les gens qui suivent, ce qu'on appelle le vidé, qui courent le vidé derrière l'association au rythme des percussions et des chants. D'accord. Alors une autre date récurrente chaque année, donc le Chanté Noël. Oui, qui a lieu mi-décembre, un petit peu avant les vacances, où c'est une tradition aux Antilles de se retrouver chez les uns et les autres pour chanter Noël. Donc il y a des chants traditionnels accompagnés de petites ritournelles, ce qu'on appelle des ritournelles, des petits passages en créole où la chanson est tournée en dérision, où l'ambiance est très sympathique et très festive autour des tambours. Et le principe, c'est le partage. Donc chacun apporte à manger, à boire et on se retrouve autour d'un repas, on chante et l'ambiance est très sympathique. D'accord. Et puis également le 10 mai, une date importante. Voilà, donc on commémore les abolitions de l'esclavage, parce qu'on sait que dans chaque département, ça a eu lieu à une date différente. Donc en partenariat avec le Haut-Saria et les différentes associations, donc on commémore par un dépôt de gerbes et puis une lecture d'un texte issu de la communauté. Donc c'est une date très importante pour nous aussi. D'accord. Et puis récemment, donc l'année dernière, en 2014, vous avez participé également à la fête des communautés. C'était à Bourail. Comment ça s'est passé? Très bien, donc une ambiance avec différentes associations antillaises aussi, avec une ambiance toujours dans le partage, dans le destin commun. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là et donc on montre un peu ce qu'on est. D'accord. Alors, donc, dans cette dynamique, justement, pour cette année 2015, vous avez énormément de projets, notamment développer les actions sur le Nord, puisque vous-même, vous habitez dans le Nord. Oui, j'habite Pointe-d'Imier depuis 3 ans, et donc en partenariat avec l'école de musique Harry Jaoué. Donc, on espère déjà être une vitrine dans le Nord, et puis travailler en partenariat avec les musiciens, valoriser peut-être la danse. On verra, ce ne sont pas des projets trop gros, mais au moins au niveau musical. Donc, le développement culturel de cadence dans le Nord, ça serait bien. D'accord. Et puis également un magazine que vous avez créé et que vous aimeriez relancer cette année. Voilà, le magazine qui porte le nom de Diaspora, en référence à tous les Antillais qui vivent à travers le monde et qui ne sont pas forcément ancrés aux Antilles, qui ont besoin de cette recherche culturelle, de se mettre au goût du jour, de développer leurs connaissances. Et donc, on va le relancer sous format numérique et papier, et complété par un blog un peu interactif. D'accord, où chacun pourra donc poser des questions éventuellement, intervenir. Surtout, pour le forum, ce serait intéressant. D'accord, très bien. Et puis donc, les incontournables, comme on disait, cette année encore, vous allez participer au carnaval et au Carnaval, chanter Noël, et puis on verra les actions. On est invité aux manifestations culturelles, donc on s'y rend toujours avec plaisir. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux téléspectateurs calédoniens, éventuellement de futurs membres de l'association? Oui, donc on a une vitrine sur le Nord maintenant, du côté de Pointe-d'Imier, avec quelques membres qui vivent sur Pointe-d'Imier, dont le chanteur et quelques danseuses. Donc au niveau musical, donc il y a des musiciens qui veulent nous rejoindre, même sur Nouméa ou sur le Grand Nouméa. Donc il y aura les contacts. Et après, au niveau de la danse, pour l'instant, c'est en stand-by, donc surtout au niveau musicien. D'accord, donc on recherche des musiciens, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément antillais. Hein, pas forcément antillais, mais voilà, qui ont envie de travailler autre chose et qui ont des choses aussi à nous apporter. Éventuellement, parce qu'effectivement, en 2010, pour clôturer l'exposition, on avait donc un cocktail et on a élaboré une danse, un chant, c'était le Tiboua Tchap, donc le pont entre la culture mélanésienne et la culture antillaise. Donc travailler dans cette optique-là, ça serait bien aussi. Toujours dans l'optique du destin commun et mélanger les cultures. Voilà. Alors si on veut vous joindre justement, par quel moyen est-ce qu'on peut vous joindre? Vous avez une page Facebook? On a la page Facebook de l'association, donc Association Cadence. On a aussi une adresse mail, donc associationcadence@yahoo.fr, donc tout attaché. Et puis des numéros de téléphone. Voilà. Donc le mien et celui... Alors votre numéro de téléphone? Donc 82 33 19 et celui du percussionniste responsable un petit peu du groupe des musiciens, Patrice, 96 17 98. Voilà, donc ce sont des contacts qui concernent tout le territoire, nord et sud. Absolument. Puisque vous avez, comme vous le disiez, une vitrine dans le nord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Madame Sorel, d'avoir accepté. Je vous en prie, merci de m'avoir invitée. Et nous, on passe à l'agenda du jour avec Davina.
exceptionnellement, aujourd'hui, ce n'est pas Davina que l'on retrouve. Ce sera le cas pour le reste de la semaine. Malheureusement, Davina n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, c'est Anna qui présentera l'agenda. Merci Anna. Bonjour à toi. Salut Chloé, salut à tous. Contente quand même de présenter l'agenda. Il faudra m'excuser, c'est une première. Donc, on va essayer de tenir le coup. Oui. Alors, moi, je t'emmène du côté de la Martinique, si tu veux bien. Allez. Je t'emmène au carnaval, en fait. Oh oui, super. Si tu veux bien venir avec moi. C'est le plus beau carnaval du monde, en plus. Alors, c'est celui de Fort-de-France, en Martinique. Et donc, cette année, il aura lieu du 15 au 18 février. Donc, si vous voulez... réservez vos places pour la Martinique. Donc, pour la petite histoire, ce carnaval, il est né à Saint-Pierre. Et donc, il a connu son apogée avant de disparaître en 1902 au milieu des cendres de la ville et de ses habitants. Donc, je pense que c'était le volcan. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est proposé pendant ces 3 jours de festivités? Alors, Chloé, il y aura notamment des concours de reines. Ensuite, ce concours-là, en fait, c'est une parade de groupes costumés qui défilent tout simplement dans les rues en dansant au son des orchestres et puis qui invitent tout le monde en fait à venir danser avec eux. Après, toute la semaine, il y a des thèmes suivant les jours. Par exemple, le lundi, c'est les mariages burlesques. Alors là aussi, ce sont des parades. Donc, ce sont des mariés en fait d'un nouveau genre, qui défilent comme ça dans les rues. Et puis, c'est un grand moment d'humour et puis de dérisoire. Voilà. Oui, dérision, pardon. Là, ce sont les hommes qui sont déguisés en femmes et les femmes qui sont déguisées en hommes. Donc, tout est mélangé un petit peu, oui. Donc, à ne pas manquer. Ensuite, le mardi, c'est le Mardi Gras. Alors là, c'est le temps fort, incontournable du carnaval martiniquais, puisque là, on met en avant en fait les Diables Rouges et les Diablotins. Donc là aussi, la population est priée de se joindre à tout ce beau monde. Et puis, tout le monde défile à pied, dans les chars, tout ça dans une... magie de couleurs, on va dire, explosion de couleurs. Mais il y a un thème quand même, tu l'auras deviné, c'est le rouge et le noir. Ensuite, le mercredi des cendres, c'est le dernier jour de liesse, donc pour les carnavaliers qui sont encore motivés, mais un peu fatigués quand même. Donc le mercredi des cendres, c'est là la grande tradition martiniquaise, puisque c'est un événement à vivre absolument. Donc le mercredi des cendres, alors là, grande tenue de deuil. La population écoute dès le matin les avis d'obsèques qui sont annoncés à la radio. Et puis, on se prépare à accompagner Sa Majesté Vaval, jusqu'à sa dernière demeure, on va dire ça comme ça. Donc, alors là, il y a les diablesses, donc ce sont les diablesses, donc tout simplement, qui sont inconsolables puisque le roi, vit ses derniers moments. Mourir, il va mourir. Il va brûler. Donc, tout le monde est là, il y a une émotion un peu bientôt avec la fin du roi Vaval. Donc on l'emmène au bûcher, ensuite ça s'enflamme et bientôt il ne reste plus que les cendres, donc Vaval est mort. Tout le monde crie, vive Vaval 2016, donc on annonce en fait l'année qui arrive. Et voilà, ensuite, on se prépare, on commence à se préparer, à réfléchir, pour le prochain carnaval de l'année suivante. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des personnages ou des déguisements typiques du carnaval Oui, il y a des déguisements typiques, comme les fameux bois-bois. Donc, ce sont des pantins de bois. Et puis, il y a aussi les nègres Guo-Siwo. Je m'excuse auprès de la communauté pour la prononciation. Donc, ils sont badigeonnés en fait avec du sirop de canne. Il y a aussi les travestis Makoumé. Je m'excuse encore une fois. Donc là, ce sont aussi des diables rouges qui sont inspirés, eux, des masques d'Afrique. D'accord, très bien. Merci Anna. On reviendra sur les Antilles demain. Pour le moment, on revient au pays pour une information pratique du côté de Koumak. Oui, retour chez nous, c'est fini le carnaval, on revient aux choses sérieuses. Alors cette fois, on parle du planning familial, donc qui s'installe tous les mercredis après-midi dans les locaux du centre mère-enfant. On avait d'ailleurs fait un reportage dans On s'occupe de vous. Alors eux, ils proposent des consultations sur la contraception, sur les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Et à préciser que ces consultations sont gratuites pour tout le monde, quelle que soit la couverture sociale de la personne concernée. D'accord. Pour la suite, on parle de sport en province Nord toujours.
Et là, on parle rugby, cette fois, Chloé, avec l'unique club de rugby qui est en province nord, qui se trouve dans la zone VKP. Alors, eux, ils donnent rendez-vous à tous les amateurs de rugby, que ce soit les garçons ou les filles, tout le monde confondu, et à partir de 6 ans quand même, hein, l'âge minimum, et tout ça pour une reprise des entraînements. Donc, c'est fini les vacances, on reprend les entraînements, et ça se passe donc... Ça se passera plutôt au stade de foot de Pointe-Boute le mercredi 18 février à partir de 17h. Et donc, n'hésitez surtout pas, parce qu'on dit que si tu fais l'essai, eh bien, tu es transformé. Oh, jeu de mots. Alors, avant la transformation, direction Nouméa, où on s'intéresse à ce qui est proposé du côté du musée de la ville. Alors, pour être plus précis, ce sera pour la journée du mercredi 18 février, Chloé, de 13h à 16h, donc dans le cadre de l'opération des mercredis Amusez-vous. Et là, sera proposé un atelier de fabrication de marionnettes, tout ça en matériaux naturels, avec une dame qui s'appelle Christine Rigaud. Alors, l'atelier, il portera sur la fabrication de marottes avec des éléments naturels. Alors, ça va être des végétaux, des coquillages, du bambou ou même encore du tissu et du matériel de récupération, par exemple des flacons de plastique par exemple. Alors c'est ouvert aux enfants à partir de 7 ans, c'est gratuit pour ceux qui ont moins de 12 ans et au-delà donc ça coûtera la modique somme de 300 francs, donc c'est pas très cher. Donc par contre les places sont limitées, hein, il n'y a que 15 participants qui pourront participer à ces ateliers. Donc, du coup, il faut réserver et ça se fait au 27 06 47 ou encore au 75 78 01. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, il faut vite appeler parce que c'est limité, justement. Allez, dépêchez-vous. J'espère que tous les numéros sont bien notés. Merci beaucoup, Anna. On te retrouve demain pour l'agenda aussi. Avec plaisir, Chloé. À demain. Et nous, on rejoint Duke. C'est bien de chez nous. C'est maintenant. Bonjour Duke, alors aujourd'hui tu vas nous parler des tenues traditionnelles antillaises. Bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors Chloé, avant qu'on se penche un petit peu sur ces fameuses tenues antillaises, je voulais qu'on parle un petit peu d'un des tissus les plus réputés aux Antilles. Je veux bien sûr parler du madras. Tu sais ce que c'est que le madras, toi Chloé? Je ne suis pas sûre, est-ce que c'est le tissu à carreaux? C'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Dès qu'on pense tenue traditionnelle, dans nos têtes, on imagine déjà les mamans et puis avec leur tenue à carreaux multicolores. Alors ce tissu, au départ, il était fabriqué à base de chaînes de soie et de trames de coton. Et puis bien sûr, comme on vient de le dire, on le reconnaît à ses couleurs vives et puis ces fameux carreaux, comme tu l'as dit. Alors c'est vrai que de nombreuses tenues antillaises sont fabriquées donc à partir de ce beau tissu à carreaux multicolores. Et c'est donc un tissu qu'on fabriquait aux Antilles, non? Alors Chloé, pour les personnes qui seraient un petit peu intéressées par l'histoire récente des Antilles, ces personnes-là pourraient se servir de ce fameux madras, ce fameux tissu comme fil conducteur. Alors en effet Chloé, le tissu madras tient son nom d'un institut musulman arabe, même si cet institut-là se situe en Inde. Ah bon? On sait qu'en Inde, il y a plusieurs religions, et puis la religion musulmane, elle est très présente là-bas. Et puis cet institut-là, il était plus connu sous le nom de Médersa. Et Médersa en arabe signifie madrasa. Madrasa, c'est simplement une école coranique. Alors ça serait dans cet institut-là que fut fabriqué pour la première fois ce fameux tissu madras. D'ailleurs, ce tissu-là, la ville dans laquelle se situait cet institut-là, elle a porté pour nom Madras pendant quelques années. Et puis aujourd'hui, elle a changé de nom, elle s'appelle Chennai. Et la ville de Chennai qui se situe dans le sud de l'Inde, elle est connue mondialement pour sa plage qu'on appelle Marina Beach. Elle est connue parce que c'est tout simplement la deuxième plus grande plage du monde, plus longue, avec 13 km de longueur. Mais alors, comment est-ce que ce tissu s'est retrouvé aux Antilles alors? Alors le tissu madras est arrivé aux Antilles depuis, ça va faire à peu près 150 ans maintenant, et puis il aurait donc été apporté par les Indiens qui seraient revenus, qui seraient arrivés là-bas pour remplacer la main-d'œuvre gratuite à l'époque, remplacer les esclaves. Les esclaves, ils ont été libérés, affranchis en 1848.
Et puis, c'est par cette voie-là que le madras serait arrivé là-bas. Et tu sais, Chloé, je voulais juste rajouter que d'après certains sites un petit peu spécialistes de l'histoire de la mode antillaise, ils nous disent que malgré l'arrivée de ce madras, ce n'est que très tard que les Antilles noirs ont pu s'habiller comme les autres, c'est-à-dire comme les blancs, quoi. Et puis, on est en train de parler de datation, faire l'histoire un petit peu du madras, un autre outil qui nous permet aujourd'hui de donner des dates un petit peu par rapport au madras, ce sont les chansons. Et aux Antilles, il y a une chanson très, très connue qui est chantée là-bas depuis là aussi presque 150 ans et qui relate un petit peu, qui fait référence à ce fameux madras, ces fameuses tenues traditionnelles un petit peu antillaises. Et le titre de cette chanson, c'est « Adieu foulard, adieu madras ». Ah, je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que c'est des tenues, on le voit aujourd'hui encore, hein, des gens porter les vêtements en madras. Moi, je pense aussi aux petits-enfants, surtout les petites filles, elles sont trop mignonnes avec ce tissu madras et puis les petites dentelles blanches, là, elles sont trop, trop belles, je trouve. C'est vrai, Chloé. Alors, avec toutes ces tenues-là, les femmes antillaises, elles portent aussi plusieurs sortes de bijoux, plusieurs différentes parures qui ont un petit peu des symboliques bien spécifiques. Et puis à côté de ça, elles portent aussi des coiffes qui elles aussi signifient des choses bien précises, quoi. Il y a des petits messages qu'on peut passer à travers le fait de porter tel ou tel bijou ou de porter telle ou telle coiffe. Mais Chloé, je ne t'en dis pas plus. On va plutôt inviter nos chers téléspectateurs à regarder ce petit reportage que notre ami Alexandre Sigura a tourné ici à Nouméa. En fait, il a assisté à un défilé de mode antillaise et là-bas, il y a rencontré Gentiane et ses amis. C'est un reportage donc de Alexandre. Aux Antilles, d'une manière générale, les Antillais portent une très grande importance à la tenue vestimentaire. Qui dit tenue vestimentaire, dit tenue traditionnelle et toutes nos nouveautés. Alors aujourd'hui, ce sont les filles, mais les hommes peuvent présenter aussi des tenues traditionnelles comme des nouveautés. Audrey nous présente la tenue vraiment traditionnelle de jeunes filles ou adultes. On l'appelle corsage, jupon, foulard et jupe. Donc la jupe et le foulard est en madras et le corsage, le jupon en broderie anglaise. Voilà, donc elle nous porte aussi un collier grain d'or. Qui dit collier grain d'or, ça c'est du temps des esclaves. Donc les filles que le maître courtisait, donc quand tout était super et tout avec le maître, donc elles avaient comme cadeau une boule, donc un grain d'or, qu'elles mettaient à cette chaîne et à un certain moment, elles avaient leur collier complet. Alors là, c'est Irma qui nous présente une tenue très moderne en broderie anglaise, donc qui nous vient de Saint-Barthélemy, des îles Saintes ou de Saint-Martin. On en trouve beaucoup de tenues comme ça et même des nappes. Elle a un chapeau style bacrois recouvert de madras. Et elle a une parure moderne, c'est la tête calandée des grands-mères. La tête, elle peut attacher avec un bout, donc qui veut dire que je suis prise. La tête attachée avec deux bouts, je suis engagée, mais vous pouvez essayer. La tête attachée avec trois bouts, je suis engagée. Et la tête attachée avec 4 bouts, qui veut peut essayer, qui le désire peut essayer.
Réline nous porte une tenue appelée cavalière. Le haut était porté du temps de notre impératrice Joséphine, ça il ne faut pas l'oublier. Quand elle allait à la chasse, donc voilà, c'est ce qu'elle mettait comme haut. Actuellement, ils font du madras très brodé et tout, donc ça va très bien avec ce haut. C'est pour ça que nous vous présentons donc la tenue cavalière. Son collier, ça s'appelle le palmier. C'est un bijou moderne, mais très courtisé aux Antilles. Amandine nous présente la Gaule, qui c'est la première robe antillaise qui nous date du XVIIe siècle. Et donc là, elle est toute en broderie anglaise. Ça sert aussi pour les grandes cérémonies, donc on peut la porter longue. Et au XVIIe siècle, elle portait ce genre de robe pour la journée à la maison avec des bijoux et quelquefois la tête attachée. En parlant de tête, elle a une tête calandée, Amandine. C'est un tissu peint à la main. On fera la différence avec la chaudière qui ressemble à la tête calandée, mais la tête calandée, il faut se dire qu'elle est peinte souvent en jaune, c'est la couleur traditionnelle du calandage. Elle nous porte une parure assez récente qui est le casque colonial et un sautoir. C'est un maillon, la maille concombre. Marie nous présente la tenue Matador, une tenue très provocante avec ses multiples jupons et la capacité à avoir, si elle le désire, les plus beaux atouts. Elle se permet toutes les audaces vestimentaires. Pour montrer la richesse de son maître, elle pousse le culot en piquant des billets de banque à sa coiffe. Parée par ses bijoux, elle nous porte un collier grain d'or strié avec une pépite de Guyane. Alors, la prostitution n'existait pas aux Antilles. Mais certaines filles, pour vivre, donc se laissaient courtiser et se faisaient payer. Mais on ne peut pas dire qu'aux Antilles que la prostitution était installée. D'où la Matador. Alors Jeanne nous vient avec une robe mi-deuil. Aux Antilles, où c'est le noir ou alors le noir et blanc. Cette robe, c'est la petite robe antillaise, et donc c'est cette appellation que l'on donne. Elle a une coiffe très moderne, plissée, mais qui veut dire c'est d'une tristesse et qu'elle est prise. Elle nous porte des forçats de différentes grosseurs. Ce sont des chaînes dérivées de la chaîne de l'esclavage et des boucles d'oreilles, donc les créoles. Manu nous présente la gaule ordinaire, qui peut être la gaule de travail, ou alors relevée par de la broderie anglaise comme celle qu'elle porte. Elle peut être aussi fleurie, en madras, ou alors unie, cette gaule. Elle nous porte une tête en forme d'éventail et c'est typique à la Guadeloupe. Alors ces bijoux, il y a un mélange de Guyane et Martinique. Donc le collier chou, donc qui est la boule, et vous allez avoir du grenat.
dans cette parure au niveau des oreilles et le collier. Le grenat est de la Guyane. Alors Jeanne nous porte la grande tenue, donc, qui s'appelle aussi la douillette, sortie dès la fin du 19e siècle. Très vite, elle est adoptée comme tenue de cérémonie dans des tissus très riches, satinette, satin brodé, recouvert d'un jupon plissé. Jeanne porte une chaudière ressemblant à la tête calandée. Elle a des boucles d'oreilles appelées pomme cannelle, boucles d'oreilles inspirées de la fleur locale. Elle a deux colliers, donc un en forme de chenille et l'autre le collier grain d'or avec un barillet. Le barillet, c'est le fermoir qui, à une époque, était très porté aux Antilles. Elle, vous avez dû remarquer qu'elle porte des gants, son petit sac et des bas. C'est très cérémonial et ce costume est porté par les dames d'un certain âge. Alors vous voyez qu'aux Antilles, la tenue vestimentaire est très importante. On vous a présenté différentes tenues que l'on porte pour des circonstances très très différentes. Encore une fois, c'est super de voir que ces femmes, loin de leur pays d'origine, portent haut les couleurs et l'héritage culturel des Antilles. Et puis on ne se doutait pas en fait que toutes ces tenues, tous ces bijoux, ils ont chacun une signification bien précise avec des messages secrets. C'est vrai, Chloé. Encore là, on n'a pas pu voir toutes les tenues traditionnelles des Antilles, mais on en a quand même vu 8 que les mamans, que les frangines antillaises du pays ont portées, puis qu'elles nous ont présentées. Mais ce qu'il y a d'important à souligner, c'est le fait que voilà, la jeunesse était encore présente au rendez-vous. Et puis tout ça, c'est bien parce que ça permet d'assurer que l'héritage de cette culture, l'héritage de cette histoire, elle se transmette. Et puis voilà, toujours pour éviter le fait qu'un jour nos cultures soient noyées, quoi, et puis qu'elles disparaissent. Oui. Voilà. Très bien. Merci en tout cas, Duc, d'avoir fait vivre encore aujourd'hui cette culture. Merci encore. Merci Chloé et merci à vous à la maison. Et nous, on passe à la chronique d'Anna. On s'occupe de vous. Bonjour Anna, alors aujourd'hui on va commencer donc cette semaine avec toi spécial Antilles en parlant de plantes médicinales. Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé mais c'est quand même un vaste domaine qu'on n'a pas fini d'explorer. Bonjour Chloé et bonjour à tous. C'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais bon, avec les plantes, c'est vrai, comme tu dis, on va de découverte en découverte tout le temps. Et moi, je voulais juste faire donc un petit retour en arrière encore. Allez. Donc, histoire. Alors, en France, il faut savoir qu'il existait dans le temps un diplôme d'herboriste. Donc, celui-ci, il a été supprimé en 1941. Et donc, depuis, la vente des plantes médicinales, elles étaient réservées donc, uniquement aux pharmaciens. D'accord. Alors depuis, entre-temps, il y a eu un petit chamboulement, on va dire. Donc en 2008, il y a eu un décret qui a été pris, donc il a modifié donc un peu ce qui se faisait. Et donc il a porté ce décret de 34, les plantes sont passées à 148. Donc les plantes médicinales donc, qui étaient inscrites à la pharmacopée. Et l'autre modification, c'est que désormais, il n'y avait plus que les pharmaciens qui étaient les seuls habilités à vendre ces plantes. Désormais, toute autre personne pouvait le faire. D'accord. Alors, donc tu parlais des plantes, la liste des plantes médicinales. Donc, ce sont des plantes qu'on n'utilise pas forcément toujours dans leur intégralité. Oui, Chloé. En fait, la plante, on l'utilise rarement entière. On n'utilise qu'une seule partie. Donc, ça peut être le rhizome, par exemple, pour le gingembre. On n'utilise que le rhizome. On peut utiliser aussi le bulbe ou la racine. On peut aussi utiliser les parties aériennes. Alors la tige, ça peut être aussi l'écorce, par exemple pour la cannelle. Il y a aussi le bourgeon qui est utilisé pour le pain, par exemple.
Et puis on utilise aussi les autres parties, donc la feuille évidemment, la fleur, le fruit ou même la graine. Donc tu vois, voilà un peu comment on utilise les parties des plantes. D'accord, alors on peut aussi préciser que ces plantes qui ont donc des propriétés médicamenteuses peuvent avoir aussi des usages alimentaires, on peut les manger et même elles peuvent servir aussi à faire des boissons hygiéniques. On parlait justement dernièrement de l'aloe vera, donc je pense à ça, on peut faire des boissons aussi avec l'aloe vera. Oui, bon, l'aloe vera qu'on ne présente plus, donc que tout le monde aime boire, parce qu'on en trouve facilement maintenant dans le commerce, donc des boissons en base de aloe vera. Mais on peut aussi citer le curcuma, il y a aussi le basilic ou même encore la menthe, parmi les plus connus. Hein. Bon, nos aînés, il faut dire que dans le temps, bon, ils vivaient plus près de la nature, donc ils connaissaient parfaitement toutes les vertus des plantes qu'il y avait dans leur jardin. Et puis, ils savaient conseiller telle ou telle plante, par exemple, pour un problème de toux, ou même pour guérir un mal de tête, voilà, ou même pour un problème d'insomnie, par exemple. Donc, c'était un savoir, en fait, qui se transmettait donc, de bouche à oreille, de génération en génération, tout simplement. Et aujourd'hui, évolution oblige, on a un peu oublié tout ça. Hein. C'est vrai, malheureusement, mais bon, heureusement, hein, enfin, malheureusement et heureusement que d'un autre côté, il y a des personnes qui s'y remettent, enfin, qui font des recherches un peu dans ce domaine-là pour retrouver justement et puis recenser un peu toutes ces plantes aux vertus, on va dire, un peu magiques même. Et puis, bon, il y a par exemple, puisqu'on est dans la semaine spéciale Antilles, donc des petits remèdes pays comme ça qui ont été recensés et qui ont, enfin, des recettes qui ont été un peu oubliées, on va dire. Donc, on va peut-être... en citer un petit peu quelques-unes. Voilà, en citer, rappeler un peu la mémoire des anciens. Rafraîchis-nous la mémoire. Voilà. Alors, par exemple, il y avait une infusion de feuilles de corosol. Donc là, c'était pour combattre justement l'insomnie. Il y avait aussi une tisane à base, cette fois, de bourgeons, de feuilles de goyavier. Et là, eh bien, c'est pour combattre la diarrhée. Donc, problème de diarrhée, voilà, tout simplement une petite tisane à base de feuilles de goyavier. Et puis, une petite recette pour les femmes enceintes. Donc, il suffisait de manger des gambos quelques semaines, justement, les dernières semaines avant l'accouchement. Donc, c'était censé faciliter la grossesse. Et je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport au gambo. Peut-être que personne, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, le gambo, c'est un fruit donc, qui se mange cru ou cuit. Et puis, il fait partie des nombreux plats créoles, même africains et même japonais. Donc, il entre dans la fabrication du calalou antillais. Donc, c'est une recette, je ne peux pas en dire plus. Et il se marie bien le gombo donc, avec la tomate, l'oignon, l'igname, le poivron, le curry, etc. Et puis, elle est donc utilisée fréquemment dans la cuisine méditerranéenne, et dans les cuisines grecque et chypriote aussi. Voilà un peu pour le gombo. Donc pour les femmes enceintes. Voilà, pour les femmes enceintes, pour faciliter l'accouchement. Ensuite, il y avait cette fois, une fois qu'on a accouché, évidemment, le nourrisson, des fois, bon, ils sont un peu nerveux. Donc pour les apaiser, pour les calmer, on pouvait leur faire boire quelques gouttes de fleurs d'oranger mélangées à un peu d'eau sucrée, légèrement sucrée. Voilà, c'était censé un peu les apaiser. C'est vrai qu'aux Antilles, ils ont aussi beaucoup de plantes médicinales. Oui, on estime justement à 650 le nombre de plantes médicinales qui poussent. Je vais en citer quelques-unes. Bon, je ne vais pas citer les 650, évidemment. On n'aura pas le temps. On va commencer, on va prendre les plus connus. Donc, l'aloe vera qui arrive en tête, évidemment. Il y a aussi le basilic, la citronnelle, le curcuma, le gombo dont on vient de parler, le gros thym, la menthe aussi, le piment, le romarin, la sauge, etc. etc. Et moi, je te propose justement, Chloé, d'aller dans un jardin antillais. C'est Duke Menomgo avec sa caméra qui nous a emmenés là-bas. Je te propose donc de regarder son reportage. Depuis toute petite, j'ai toujours vu mes parents se servir des plantes du jardin. Tous les matins, ma mère elle faisait sa petite tisane et je la voyais prendre certaines plantes. Je me disais, tiens, pourquoi elle mettait telle chose dans sa tisane. Il s'avère que ces plantes sont très bonnes pour la santé et pour beaucoup de choses, nous avons un petit peu tout dans le jardin pour se guérir en fait.
On s'est rendu compte que dans la savane calédonienne, on peut trouver aussi ce qu'on appelle l'herbe à verre. C'est une plante qu'on se sert quand on a mal au ventre pour faire des tisanes aussi. Comme les bourgeons de goyave, vous prenez, si vous avez la diarrhée, vous avez mal au ventre, pour les enfants, on peut faire manger la goyave verte, enfin pas tout à fait verte puisque c'est pas trop bon, mais il vaut mieux la manger verte qui commence à mûrir. Mais la goyave très mûre, au contraire, déconstipe en fait. Et nous avons aussi l'aloès que tout le monde connaît. On appelle aussi plante à brûlure. Quand on se brûle, on prend un morceau, on passe dessus et ça guérit rapidement. Et nous avons aussi le plantain. C'est une plante qu'on trouve aussi dans la savane, que les gens ne savent pas. Mais quand il y a la conjonctivite, on prend ces feuilles-là, soit on fait bouillir et on lave les yeux avec, ou on écrase et on met le jus qu'on obtient sur les yeux et ça aide énormément. Ici, j'ai ce qu'on appelle la toumo, pour tous les maux en fait. C'est une plante qu'on se sert pour pas mal de choses, surtout pour la grippe. Les fleurs, nous prenons les fleurs pour la grippe, et les maux de ventre, les racines avec aidées de l'orthosiphon pour maigrir. Il y a vraiment beaucoup de vertus dans la toumo. Voilà. Quand vous avez aussi mal au foie, vous avez ce qu'on appelle comment dirais-je, manger coulis. C'est une petite plante qui se promène dans la nature, qui donne une petite feuille jaune. Il y a un fruit jaune dedans, quand on l'éclate, il y a des graines rouges à l'intérieur qu'on mange aussi quand on a mal au ventre. Voilà. C'est souvent ces problèmes qu'on rencontre et on a toutes ces feuilles-là pour pouvoir se soigner. Entre autres, nous avons aussi le corosol. Le corosolier, en fait, qui est très très important pour nous, parce que c'est une plante qui a beaucoup de vertus. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, ils ont cette plante-là chez eux, mais ils ne savent pas les vertus du corosolier. Et avec les feuilles du corosol, qui est anticancérigène, on peut faire la tisane, comme par exemple les hommes qui ont la prostate, ils peuvent faire une tisane avec 4 feuilles pendant 4 jours, boire cette tisane et ça peut aider justement. On fait le jus avec le corosol, le jus de corosol qui permet de se détendre. Il y a aussi le bain de feuilles de corosol. On froisse les feuilles de corosol qu'on met dans de l'eau tiède et on met le bébé dedans quand il est très agité, très nerveux, quand il fait des dents. Ça l'aide beaucoup, ça le calme. Voilà. Et les feuilles de corosol, on met aussi dans toutes les tisanes. En fait, je voyais ma mère mettre une feuille de corosol à chaque fois qu'elle faisait sa tisane, et pour pouvoir se soigner, quoi. Tous les jours, elle mettait une feuille de corosol dans la tisane qu'elle faisait. Voilà. Alors pour la tisane pour la grippe, je prends mon sureau, je prends ma citronnelle, je prends ma fleur d'atumo. Les feuilles aussi, hein, on peut s'en servir. Et je prends aussi mon gros thym, quelques feuilles de gros thym. Voilà. Ça aide à sortir les glaires. Je vais prendre aussi un morceau de citron. Je mets dedans, voilà. Et je laisse bouillir. Donc on a besoin de tout, nous avons tout dans la nature, mais on ne connaît pas les principes actifs pour se soigner. Évidemment, quand on habite à la campagne, on est quand même assez éloigné, souvent on n'a pas les médicaments du médecin, donc c'est nécessaire d'avoir ces plantes-là à la maison.
Voilà qui devrait donner envie à certains de se mettre ou de se remettre au jardinage. Tout à fait, Chloé, pourquoi pas. Mais bon, il est important aussi de préciser donc, que chaque plante donc, possède des principes actifs, pardon, je bafouille, et certains peuvent être toxiques. Donc, il ne faut pas penser qu'une double dose peut guérir 2 fois plus vite. Non, au contraire, ça peut devenir un poison. Oui. Rappelons aussi que de nombreuses plantes ne conviennent pas aux femmes enceintes, hein, tout simplement, ou alors aux femmes qui allaitent, et puis aussi aux nourrissons. Donc il faut vraiment faire attention avant d'utiliser ces plantes. Il faut bien se renseigner, hein, des plantes pour se soigner. Donc c'est important déjà de les identifier avec certitude, ces plantes, et puis de consulter un spécialiste pour pouvoir avoir des informations précises sur les plantes et surtout sur le dosage. Tout à fait, Chloé. On ne va pas les empoisonner en voulant se soigner. Donc, c'était important de le signaler. Et puis, enfin, une petite info. Alors, il y a un blog donc, sur les plantes médicinales guadeloupéennes. Donc, il s'appelle Remède Rasier. Et puis, il y a aussi, donc, du côté de la Martinique, cette fois-ci, il y a 12 plantes donc, à propriété médicamenteuse qui font désormais partie de la liste A des plantes médicinales. Alors, il y a la liste A. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, il y a un classement, il y a la liste A, la liste B. Donc, la liste A, ce sont les plantes médicinales utilisées traditionnellement. Donc, ils font partie de cette liste depuis 2012. Je vais en citer quelques-unes, peut-être 4 ou 5. Il y a la zèbre-mouche, le tabac-diable, l'herbe aiguille, l'herbe tension. Voilà, parmi les 12. Les noms un peu créoles, on va dire. Oui. Mais merci beaucoup, Anna, pour toutes ces infos. On te retrouve bientôt donc, pour une nouvelle rubrique. Et puis, en attendant, il ne nous reste plus qu'à prendre nos pelles et nos râteaux. Et puis, on va tous se mettre au jardinage. On y va, Chloé. Allez. Et puis, à bientôt. Allez, maintenant, c'est l'heure du fin bon. On passe à table. Aujourd'hui, pour notre fin bon, nous allons découvrir la recette des pâtés antillais. Alors, un pâté antillais, c'est donc un plat, une mise en bouche en fait, à base de pâte brisée qui est donc farcie. Donc, la farce est à base de viande de porc en général. Et c'est un plat généralement servi à Noël sur les tables antillaises. Mais c'est Madame Ronel qui nous a livré sa recette. Je vous laisse la découvrir en images, c'est tout de suite. Alors, pour faire la pâte pour les pâtés, il faut 300 g de farine avec levure. Et puis 125 g de beurre. Je dois bien malaxer la farine et le beurre. J'ajoute juste un petit peu d'eau pour bien que la pâte soit bien faite. Et je vais remalaxer avec les mains. Et puis voilà, ma pâte est faite et prête à utiliser. Je vais laisser reposer ma pâte et ensuite je vais préparer mes petits légumes, mes petits ingrédients pour introduire dans la farce. Alors ça c'est du persil. Je fais couper là. Voilà. Voilà les oignons verts que je fais couper pareil et que je mélange. Je vais mettre dans les petits récipients. Voilà. Ensuite, je vais prendre de l'oignon. Je vais couper aussi. Bien émincer les oignons. Ensuite, je vais faire un petit peu d'échalote que je vais émincer pareil. Voilà, je mets aussi dans les petits laviers. Ensuite, je vais prendre de l'ail. Je fais de l'ail là à la post-grand-mère. Voilà, je mets de l'ail et je mets avec les échalotes. Ensuite, je mets du bon piment. Je fais aussi pareil.
je fais découper un tout petit, parce que c'est le vrai piment antillais. On ne met pas beaucoup de piment parce qu'il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Voilà, je vais mettre le piment, 2 branches de thym dans ce petit ravier, une petite branche de thym. Bon, et bien voilà, second plan. Là maintenant, je vais préparer la farce pour faire les petits pâtés. Parce qu'il faut mettre la farce à l'intérieur de la pâte. Voilà, alors je mets mes petits ingrédients dans la viande hachée. Alors, c'est-à-dire des oignons verts, du thym, du persil, des oignons France, des échalotes, de l'ail, du poivre, du sel. Et ensuite, le bon piment pour agrémenter ce petit pâté. Voilà. Et puis, je touille bien. Voilà. Alors, je passe au feu pour que ça puisse être cuit parce que, en principe, la viande est crue, c'est la viande hachée. Mais ceci, j'ai préparé avec la viande de bœuf. Parce qu'en principe, c'est un peu délicat. Chez nous, on prépare plutôt avec la viande de porc. On fait bien hacher. Mais il y en a qui ne mangent pas le porc. Alors, des fois, c'est mieux de faire avec la viande de bœuf. Bon, là, je vais préparer mes petits rondelles pour faire les pâtés. Eh bien, la viande, on fait cuire, on met dans de l'huile dans une casserole, un peu d'huile, on tourne bien et puis s'il faut, ça dépend, on peut ajouter aussi un petit peu de crème fraîche pour un peu rendre plus souple la viande, qu'elle ne soit pas dure à l'intérieur. Je prends un peu de farine pour que ça ne colle pas. Allez, je vais faire les petits rondelles. Voilà. Allez, je prends ma farce. La viande, voilà, c'est cuit, c'est bon. Et puis, je vais mettre dessus ma pâte. Ensuite, je vais mettre tout autour parce qu'il faudrait appliquer le petit chapeau dessus. Et voilà, je remets son petit chapeau. Alors voilà, on doit fixer les rebords. Voilà, on égalise bien les petits pâtés tout ronds pour que ça ne soit pas un petit peu de travers. Ensuite, on place bien sur la plaque. Voilà, ce petit ravier contient le liquide, une préparation pour faire briller les pâtés. C'est une sorte de glaçage à base de jaune d'œuf, un petit peu de lait, du lait en poudre de préférence pour la cuisine, hein, du lait en poudre délayé. On ajoute tout ça et puis quelques gouttes de suyo et on fait tout ça malaxé. Il faut faire bien attention que ça ne coule pas trop. Voilà, mes petits pâtés sont prêts, je vais les enfourner. Là, on va mettre le thermos à 180
Et puis, ça peut rester au moins 15 à 20 minutes. On va faire un petit rougail pour accompagner les pâtés. Ça peut servir en hors d'œuvre ou un plat carrément consistant. Hein. Ça dépend de la quantité qu'on a dans l'assiette. Ça dépend du mangeur aussi. Alors voilà, je découpe les tomates. Alors, je mets tous les ingrédients. Un bon petit piment dedans. Et puis, on va malaxer tout ça. Un petit peu d'assaisonnement. Je vais rajouter un peu de sel. Voilà. Ensuite, de l'huile. Et puis voilà, ça y est, c'est prêt. Voilà, le dressage est fait. J'ai eu du plaisir à partager la préparation des petits pâtés. Il ne nous reste plus qu'à passer à table. Bon appétit, messieurs, dames. Le cuir, le tissu, ce sont des matières travaillées par le sellier. Cet artisan qui fabrique, qui entretient et qui répare des pièces servant dans différents secteurs, l'automobile, le nautisme ou encore l'ameublement. Alors on trouve des selliers ici au pays. Comment est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'il existe des spécialités? C'est avec Marie-Hélène que nous allons parler de tout ça. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Chloé, bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Alors c'est vrai que être sellier en fait c'est aimer avant tout en fait la précision. Hein, et le travail bien fait. Parce qu'effectivement, il faut... on s'imagine mal, si tu veux, une couture mal faite ou bien un patron qui serait mal taillé. Un patron, c'est donc un gabarit, un modèle qui sert en fait à découper, si tu veux, une matière dans une forme spécifique. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, le sellier aime le souci du détail et forcément, ça se comprend lorsqu'on sait qu'il intervient dans tous les secteurs que tu as cités. Pour créer des sièges, par exemple. Donc tout est réalisé au millimètre près. Donc les finitions sont soignées. S'il y a erreur, le sellier doit pouvoir être capable de trouver une solution pour la corriger. Exactement. Donc forcément, il va éviter de créer des éléments qui soient dépareillés. Parce qu'on imagine mal, effectivement, dans le cas, tu parlais des sièges justement automobiles, des housses qui ne sont pas du tout de même dimension. Pas top, non. Ça serait quand même pas l'idéal, vous en convenez aussi. Donc forcément, il va falloir qu'il travaille rapidement, qu'il soit efficace et puis qu'il réagisse en cas de problème, et ce, à tout moment. Et puis, il faut savoir aussi qu'il ne fait pas que reproduire, si tu veux, non plus des éléments. Dans le cadre, par exemple, d'une restauration ou d'une réparation, il est également capable de créer, donc sur mesure pour nous apporter dans notre vie du quotidien plus de confort. Donc, effectivement, il est aussi doué, forcément, de ses mains. Alors, justement, pour quelle raison est-ce qu'on est amené à se rendre chez un sellier? Je vais te donner quelques exemples par rapport au secteur d'activité que tu as cité tout à l'heure. Donc, il va aider, par exemple, à la réalisation d'une bâche, à la réalisation d'un hardtop. Tu sais, ce sont ces protections qu'on retrouve sur les bateaux. Voilà, pour se protéger du soleil. On appelle ça hardtop. Donc, c'est un toit, en fait, en dur, on va dire, une toiture. C'est plus une conception, si tu veux, un peu, on va dire, rigide, mais qui est, tu as raison, conçue, en fait, dans une toile. En général, la toile, elle est un petit peu cirée. Tu sais, c'est toiles qu'on utilise dans le secteur du nautisme. Tu vois de quoi je parle. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Ensuite, pour finir avec quelques exemples, Chloé,
Il peut aussi s'agir de confection, si tu veux, de selle de moto. On va le voir dans le reportage, il en parle, hein, le sellier. Et puis, ça peut aussi concerner l'ameublement. Donc, ça peut être, par exemple, le capitonnage, si tu veux, d'une porte ou le capitonnage d'un canapé. Quoi d'autre encore? Il peut servir aussi à l'habillage des assises de nos chaises, hein, tu sais, pour les rembourrer, par exemple, ou carrément les refaire lorsqu'elles sont un petit peu abîmées. Donc, tu vois, hein, il intervient dans pas mal de secteurs, donc il ne s'ennuie pas, il n'y a pas de routine dans ce secteur-là. Et puis surtout, ce sont tous des objets qui font partie de notre quotidien en fait. Et on ne pense pas toujours que c'est un sellier qui est derrière ce type de création. D'accord. Et donc avec toutes ces possibilités de réalisation, le sellier doit pouvoir développer pas mal de compétences en fait. Donc du coup, il est capable de tout faire. Est-ce que c'est, il est censé être capable de tout faire ou alors il y a des spécialités justement dans ce métier? Ben oui, tu as raison d'en parler. Il y a des spécialités, même si la formation, si tu veux, de sellier en sellerie générale, si tu veux, permet quand même la polyvalence. Exactement. Donc, on va citer quand même quelques exemples de spécialités. Je suis sûre que ça vous intéresse également. Donc, on a le sellier bourrelier qui va, lui, réaliser en fait tout ce qui est bâche, sac industriel et puis également des selles et des harnais. Il y a le sellier garnisseur. Garnisseur sous-entend aussi qu'il va garnir, si tu veux, une matière. Donc, lui, il va fabriquer donc, des coussins. Il va également confectionner et poser, si tu veux, des sièges, auto ou pas. Et puis, il va donc également intervenir dans le domaine du nautisme, puisqu'il va aussi réaliser tout ce qui est siège, justement, pour les bateaux de luxe ou bateaux donc, de collection. Tu me disais aussi tout à l'heure à la répétition là, que est-ce que le sellier faisait des selles? Des selles pour cheval, oui. C'est aussi ça, non? Eh bien oui, tu as tout à fait raison, Chloé. Il intervient également dans ce secteur-là. On l'appelle, ce spécialiste-là, sellier harnacheur, puisqu'il va donc réaliser toutes les pièces en cuir, si tu veux, pour un attelage et donc pour le cheval. Ensuite, on a le sellier maroquinier, hein, qui lui va réaliser, tu t'en doutes bien, tous nos petits accessoires pour nous les femmes et pour vous aussi les hommes, parce que vous avez aussi des sacoches et puis vous portez aussi des ceintures. Donc voilà, tu vois, tous ces domaines-là, en fait, concernent donc le sellier et donc la sellerie. D'accord. Et donc pour toutes ces utilisations, le sellier doit aussi maîtriser l'art du dessin et avoir donc une connaissance parfaite des matériaux qu'il utilise. Donc il y a le cuir, il y a quoi d'autre comme matériau? Alors il va utiliser le tissu, le sky également. Il va aussi utiliser la fameuse toile dont on parlait tout à l'heure dans le domaine nautique. On parle de toile enduite. Et puis il va également aussi travailler la mousse et bien d'autres choses encore, mais c'est lui en fait qui va sélectionner les matériaux avec lesquels il a envie de travailler en fonction donc de leur qualité, des normes aussi de fabrication, des procédés de fabrication, et puis aussi en fonction des procédés, pas des procédés, des propriétés en fait physiques et chimiques, puisque la matière réagit aussi en fonction du climat, donc tout ça aussi est pris en compte. Alors forcément, il utilise des outils et des machines pour réaliser ce travail. Oui, tout à fait. On va le voir également dans le reportage, parce qu'il va falloir effectivement qu'il coupe des matériaux, enfin des matières, on va plutôt parler de matière, qu'il fasse aussi des marquages, qu'il s'occupe des fixations, qu'il encolle aussi des choses. Il va également souder, perforer, poncer, lisser, tu vois, tout un tas d'actions menées au quotidien pour finalement nous réaliser de magnifiques objets, pour réaliser de magnifiques choses. Alors, je suis certaine que j'ai éveillé ta curiosité, Chloé, c'est clair. Vous aussi, je suis sûre que j'ai éveillé votre curiosité. Donc, nous allons de suite nous rendre dans un atelier, en fait, dans une sellerie, carrément, donc qui se situe à Nouméa, qui a ouvert donc en 1969, donc c'est pas d'aujourd'hui. Alors, j'ai donné le titre à ce reportage, j'ai donné ce titre à ce reportage, Sellier de père en fils, un reportage de Alexandre Sigura. La sellerie, c'est la confection, réparation, rénovation de tout ce qui est intérieur de voiture ou bateau, tout ce qui est intérieur de maison. C'est-à-dire qu'on peut passer, ça va du sac de frappe dans les salles de sport au siège de voiture, en passant par les confections de bâches de bateau. Il y a le secteur des motos aussi.
C'est-à-dire qu'on peut refaire les assises de moto, on peut faire les housses de protection de booster, etc. Donc on travaille tout ce qui est imitation cuir, du cuir ou de la toile PVC. Enfin, on travaille tout ce qui est toile, quoi. Dans la mallette d'un sellier, on peut avoir une paire de ciseaux, donc l'élément quasi essentiel pour couper la toile. Ensuite, le mètre, hein, toujours, hein, parce qu'il faut bien mesurer pour tracer nos éléments. La machine à coudre, qui est vraiment la partie vitale, le cœur du métier, pour assembler les éléments. Et ensuite, après, il y a tout ce qu'il y a autour, hein, le fil, les aiguilles, etc., quoi. On a rarement du tout fait. C'est vraiment un travail de précision et puis on fait vraiment beaucoup de sur-mesure. Mon père, lui, il est arrivé ici, il a commencé la sellerie dans les années 70 à peu près, en Nouvelle-Calédonie. C'est un métier qu'il avait déjà appris en Guadeloupe à l'époque, hein. Donc il a ouvert sa sellerie, il a travaillé. Et puis, étant petit, j'ai baigné un peu dedans, quoi. Comme tous les enfants voilà. J'ai continué comme ça pour prendre la relève, pour essayer de maintenir la sellerie, quoi, tout simplement. Quand j'ai arrivé ici, j'ai demandé à tout le monde qui faisait ça. Bonjour madame, vous n'avez pas besoin d'ouvrier? Il m'a dit non. Non monsieur, nous ouvriers. J'ai dit oui. Non, on n'a pas besoin de personne. J'ai dit eh bien bon, merci quand même. Et après, j'ai été obligé de dire à la dame, et tu ne veux pas savoir mon nom? Ben oui. Ben c'est moi Colombo, c'est moi seul. Il est ici pour le moment et pas pour longtemps, tu vas entendre parler de moi. Et je suis complet dans tout. Je démonte tout. Je suis complet. Ouais. Et j'ai appris depuis à 14 ans. À la Guadeloupe, je suis Guadeloupe. La Guadeloupe. Voilà. Depuis que j'ai entré en Calédonie, j'ai déjà fait au moins 12 ouvriers. Ah oui, s'il ne fait pas plus. Et un samedi, il apprend, il dit, bon, il va prendre la place. Laisse la place pour un autre à prendre. Mais moi, quand j'ai commencé, et puis à 14 ans, j'ai demandé au patron, il m'a dit, oui, j'ai regardé la tête pour poser qu'est-ce qu'il fait. Je regarde comment il enfile la machine, comment il désenfile, et après, j'essaie de faire et puis ça va. Mais les jeunes dissidents, ils ne veulent pas. Oui, c'est ça le problème de Calédonie. Ouais. Et pourtant, c'est un métier très demandé. Ouais. Tu peux faire tout le monde du moment que tu en as le métier, là, ça baigne pour toi. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas apprendre. Ouais. Donc en fait, vraiment le métier de sellier, ça englobe tout ce qu'il y a autour de nous, quoi, tout ce qui touche à notre quotidien, quoi. On a du transport à la maison quand on rentre, on touche toute la personne, quoi, tout ce qui touche à notre quotidien, quoi. Voilà, donc avec ces belles images, on n'a qu'une envie, c'est d'apprendre ce métier, hein, Ouais. de toucher la matière, de la sentir se transformer sous les doigts. C'est vraiment un beau métier. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Franchement, on a du mal à comprendre justement pourquoi des jeunes n'ont pas envie de se lancer dans l'aventure. Hein. Peut-être parce qu'ils méconnaissent en fait, cette profession. Donc peut-être qu'avec ce reportage, on aura peut-être donné envie à des jeunes du pays de se lancer. Ouais. Et puis, c'est vrai que voilà, assister à cette transformation, comme tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est quand même assez unique. Ouais, non, mais c'est presque un métier d'artiste.
d'artiste en fait, un Oui. métier d'art. Hein. Il faut vraiment être précis et puis avoir ce sens de l'esthétisme, Ouais. pouvoir voilà, travailler la matière Tout à fait. brute et puis la transformer. Quoi. Exactement, tu as bien ressenti les choses, Chloé, puisque c'est vrai que dans ce secteur-là, on parle d'ailleurs de métier d'art, hein, on est capable de fabriquer des œuvres d'art, quoi. Ça, Donc, belles pièces, exactement, c'est pour ça d'ailleurs que ces métiers-là, hein, celui de sellier, mais également celui de tapissier, de maroquinier ou encore de cordonnier bottier, en fait, représentent, si tu veux, les métiers de la famille cuir, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, de la famille du cuir, pardon. Et donc, ils sont en général réunis au sein d'une société de compagnonnage parce que, voilà, l'intérêt, c'est bien évidemment de transmettre le savoir-faire et puis surtout de préciser en même temps, hein, le fait qu'il existe des compagnons, que tout ce savoir-faire, si tu veux, il a été acquis au fil des siècles. Tout à fait. Et qu'il faut justement continuer à transmettre toutes ces belles choses, toutes ces techniques. Alors justement, pour parler un peu formation, comment est-ce qu'on fait pour devenir sellier? Alors, pas de formation donc sur le territoire pour le moment. En tout cas, il est quand même possible d'apprendre le métier justement auprès d'un artisan qui est déjà en activité. Donc, il y a quand même des artisans qui peuvent vous former, hein, si le jeune est OK, ou s'il va décider en fait de partir en retraite. Donc le jeune pourra justement être formé dans le cadre d'une transmission d'entreprise et prendre la relève à la suite donc de l'artisan. Ça, c'est une première possibilité. Ensuite, si départ en métropole il y a, le jeune il pourra donc se rapprocher des centres d'apprentis en métropole ou des écoles, des établissements plutôt spécialisés, surtout pour le domaine de la sellerie harnacheur, où là, il faudra donc... sellerie harnacheur, je ne sais pas si c'est vraiment le bon titre. Oui, c'est ça, c'est bien sellier harnacheur. Ça, c'est pour les chevaux, tout oui, ça? Voilà, parce qu'en fait, dans un établissement qu'on appelle, dont on avait parlé d'ailleurs, qui s'appelle l'École nationale professionnelle des Arras, on forme justement à tous les métiers en rapport avec le secteur, si tu veux, on peut dire de l'équitation. Et c'est là-bas que le jeune qui souhaitera se diriger vers le métier de sellier harnacheur pourra donc bénéficier de l'enseignement. D'accord. Alors, à quel âge est-ce qu'on peut commencer cette formation? Dès la 3e, en fait. Après la 3e, voilà. Ouais, on peut, parce qu'il existe en fait un CAP sellerie générale. Voilà, donc là, on pourra toucher un petit peu à tout. Il existe également un CAP maroquinerie et puis un CAP sellier harnacheur. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'apprendre, si tu veux, un peu toutes les étapes de la fabrication, procédés effectivement de préparation, de montage et de finition. Ensuite, après le CAP, il est quand même possible de poursuivre des études, Chloé. Il existe un brevet en fait donc des métiers sellier maroquinier et puis il existe même un bac pro, voilà, métier du cuir pour ceux qui sont les plus doués et qui souhaitent encore parfaire leur apprentissage. D'accord. Alors est-ce qu'on sait combien de selleries existent ici en Calédonie? Il y en a pas mal en fait. Il y a 21 entreprises qui existent donc dans le secteur d'activité qu'est la sellerie. Sur tout le territoire? Oui, sur tout le territoire. J'étais étonnée aussi parce que je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Donc ces 21 entreprises en fait travaillent dans tous les secteurs, si tu veux, du travail du cuir, on va dire. Donc, on retrouve des fabricants d'objets et d'accessoires en cuir. Donc, au niveau du nord, il y a quand même 3 selleries. Voilà, elles sont toutes à Coné. Et puis, au sud, il y en a 18. Ah oui, un peu plus dans le sud. Mais oui, forcément. Il y en a pas mal quand même, en tout cas. Ouais, je ne pensais pas autant. Bon, merci beaucoup de nous en avoir appris un peu plus sur ce métier. Avec grand plaisir. Au revoir. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. C'est le moment de se dire au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain.